Hello, hello! Bienvenue dans ton nouvel épisode d'Un Solaire Podcast. Pour cette fin de saison 1, on va pas juste papoter, on va agir. On met en lumière les Anges Écoliers, une asso en République démocratique du Congo qui change la donne pour les enfants défavorisés. Leur mission, offrir un toit aux jeunes vulnérables, leur ouvrir les portes de l'éducation et leur donner les clés d'un avenir pro solide. Bref, des super-héros sans cap. Si leur action te parle et que tu veux faire partie de l'aventure, alors check le lien en barre d'inscription et je te souhaite une bonne écoute. J'ai dit, si vous ne me laissez pas aller en stage, si vous ne me donnez pas une convention de stage, je paye plus. Parce que je vais plus venir, parce que c'est une école payante. Oui, je l'ai menacé. Je ne paye plus les prochains trimestres. M'a fait, d'accord, je vais te faire une convention de stage. Comme quoi, Alors, quand tu touches au portefeuille. L'argent, je vous dis, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous attrapez les gens par l'argent, là. Voilà. Et ben, je chopais la directrice de l'école par l'argent. Voilà. Là aussi, ça fut en des moments de ma vie où j'ai compris que, l'argent, c'est un vrai truc, en fait. Il y a un vrai pouvoir qui se cache derrière l'argent. J'ai mis ça dans un coin de ma tête. Pour manipuler les gens, mais pour le côté, c'est un certain pouvoir, l'argent. Quand tu en as ou que tu en as pas, c'est une certaine influence sur les gens. Je l'ai mis, parce que comment moi, petite élève, là, je vais aller menacer une directrice d'école pour vous dire à quel point. Mais est-ce que vous réalisez, moi, petite étudiante, je suis allée menacer une directrice d'école. Et j'ai eu ce que je veux parce que je l'ai attrapé par la corde sensible. L'argent. Elle m'a filé une convention de stage. J'ai fini en stage et j'ai choisi le bijou. C'est là où j'ai découvert le bijou. Et là, ce fut la révélation. Je me suis dit, oh waouh! J'étais là en train de faire mes bijoux, en plus des bijoux moches, parce que j'étais chez une marque qui faisait des bijoux vieillots à l'époque. Là, elle s'est modernisée. Franchement, je suis très fière de ce qu'elle a fait maintenant. Mais à l'époque, c'était vieillot! C'était moche, c'était des bijoux pour des vieilles! Vraiment, c'était ça la cible les femmes de 60 ans, là, pas les oreilles percées, oreilles sensibles, donc bijoux à clip, pour vous dire à quel point c'était moche. Enfin, moche de mon point de vue. Maintenant que je suis adulte, je trouve pas ça moche, je comprends. Mais j'avais, je sais pas, 18, 20 ans. Voilà. Pour moi, c'était moche, les bijoux de vieilles. Mais je me dis, mais même en faisant des bijoux pour des vieilles, je kiffe ça. Je veux faire ça tous les jours de ma vie. Et là, je revis. Là, ma vie reprend un sens. Là, je retrouve ma créativité. Wouh! Je me reconnecte à mes désirs. Comment? Le côté théorique, ça te plaît maintenant en faisant le stage? Non, toujours pas. Maintenant, il n'y a pas de théorie. C'est voilà comment on fait tel bijou, voilà les gestes, maintenant on fait. Non, c'est tout ce que il n'y a pas de théorie, c'est on fait ça pour ça. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi on apprend ça. Alors que la théorie, enfin, à l'école, c'est apprends ça, apprends ça, apprends ça, apprends ça, apprends ça. Mais, et moi, dans mon cerveau, c'était, mais ça sert à quoi? J'en fais quoi de ce que tu... Moi, c'était juste, ça, c'est pas que je voulais pas apprendre. Moi, je décroche parce que j'arrive pas à raccrocher ce truc que tu m'apprends à la réalité de la vie. J'ai toujours enfin, avec mes différents changements, tous les déménagements, tout ça, je reste très ancrée à la vraie vie. Pas juste du blabla. À quoi je peux me raccrocher si je dois partir demain? Ton blabla, là, est-ce que je peux le transposer si on m'éjecte sur un autre continent demain? Je pouvais pas. J'avais besoin d'avoir un bagage concret que je pouvais me trimballer. Là, je peux faire du bijou en Suisse, je peux faire du bijou au Luxembourg. C'est concret pour moi. Et c'est tout ça que ça m'a matrixé dans ma tête, le fait de changer tout le temps d'environnement. J'ai besoin de concret. Le blabla, le bullshit, je peux pas. Je peux rien en faire du bullshit si je change d'environnement demain. Comment je vais bullshiter des gens qui ont d'autres codes? Ça fonctionne pas. Ton bullshit, il fonctionne que ici. Je veux pas. Je mets pas dans ma valise. Donc pour moi, le concret, c'est ce qui allait me sauver. Où que je sois. C'est vraiment à ça que je me suis raccrochée. C'est vraiment ce que ça a créé en moi. C'est pour ça que je l'ai retrouvé. Vraiment, ça a été une bouffée d'air frais quand je me suis mise à faire du bijou. C'est, ah mon Dieu, enfin, on m'apprend un truc utile. Bijou dans la vraie vie, ça sert à rien. C'est juste pour moi, je pourrais en faire n'importe où. Dans toutes les civilisations, on porte des bijoux. Et ça me rassurait de me dire que j'ai un bagage que je pouvais adapter où que je sois. C'est tout ce que je voulais. C'est tout ce que mon intérieur me disait, c'est accroche-toi à quelque chose que tu pourras te trimballer n'importe où, parce que tu vas bouger dans ta vie. OK? Et là, je me dis, OK, je veux faire ça. Pour l'instant, je veux faire ça. Je veux faire du bijou.
Et je me dis, mais attends, là, je suis en stage. Mais elle vend ce que je fais. Elle gagne de l'argent. Ce qui fait que... Non, mais on revient toujours à l'argent. Je me dis, mais attends, moi aussi, je veux qu'on me paye. Ça a été le déclic. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça gratuitement? Moi aussi, payez-moi. Du coup, je change. Je me dis que déjà, je vais déjà essayer d'être dans une marque où j'aime ce que je fais, hein, où j'aime ce que je produis. En allant à ce deuxième entretien pour un autre stage, je vois qu'elle cherche quelqu'un en salarié, en CDI. Je me dis, mais pourquoi je vais faire un stage alors qu'elle cherche quelqu'un qu'elle va payer pour faire la même chose? J'arrive à l'entretien, je dis, voilà, encore l'audace, puisque j'avais plus que ça. Je vous rappelle que j'ai pas de diplôme, hein. J'ai pas eu mon bac et j'ai arrêté l'école de mode. Donc, imaginez 18-20 ans, j'ai rien dans mon bagage. Et à part l'audace, il y avait rien. C'est tout ce qu'il y avait dans ma valise. J'arrive à l'entretien. Je lui dis, ah, c'est vous pour le stage? J'ai dit, c'était moi. Je veux plus le stage. J'ai vu que vous recherchez quelqu'un. Je vais postuler pour ça. Elle était là. Comment tu peux passer de tu veux un stage à tu veux un CDI? Enfin, c'est que tu es en apprentissage si tu veux un stage. Mais ce que je fais en stage là, c'est exactement pour ça que tu vas payer la personne, Oui, clairement. non? Mais C'est tellement logique, je comprends pas pourquoi c'est pas logique pour eux. je me Tu suis dit, viens de le former mais toi-même. attends, je me suis dit, mais je sais faire, j'ai vu ce que tu cherchais, je sais faire, donc tu vas me payer maintenant. Elle m'a fait, ok, d'accord. Alors, de toute façon, je suis déjà là, tu vas faire quoi? Du coup, elle fait l'entretien. Elle fait un deuxième entretien, parce que du coup, ça se passe bien. Elle voit que je sais très bien de quoi je parle. Parce que du coup, contrairement aux personnes qui étaient en école de bijouterie, qui ont été que en école, moi, j'étais dans une vraie boîte, déjà en train de travailler. Du coup, c'était ma force par rapport aux autres personnes. J'avais vraiment été là, travailler avec une styliste bijoux et je faisais les choses. Je me suis dit, mais bah ouais, c'est mieux que quelqu'un qui est en école, qui apprend les techniques et qui les a jamais implémentées dans une marque. Ok, c'est différent. Effectivement, ça me parle. Du coup, elle me fait passer un deuxième entretien pour voir si elle est pas juste dans l'émotion. Elle aime bien ma personne et puis c'est tout. Elle me fait passer un entretien avec son associé qui valide mon profil. J'ai le poste. Là, t'as quel âge là à ce moment-là? Je crois que j'ai la vingtaine, hein. J'ai la vingtaine, j'ai le poste, j'étais responsable de boutique et en responsable de boutique chez un petit créateur, tu crées et tu vends puisque l'atelier est dans la boutique. Vraiment ça, c'est comme à la boulangerie, ça sort du four, c'est là, t'exposes. Bah c'est pareil pour la bijouterie chez les petits créateurs. Tu crées, tu vends, tu mets en boutique et t'accueilles les clients. Et là j'ai mon premier poste, vrai poste, j'ai un vrai travail en CDI, en bijouterie, alors que j'ai même pas été en école de bijouterie. Rien du tout, je n'ai pas de diplôme. Mais rien, je vous rappelle que j'ai rien dans mon bagage à ce moment-là. J'étais là, mais attends, moi, petite haïtienne, sortie de ma petite Guyane, sans diplôme. Mais oui. Mais vraiment, quand je te dis ça, je me revois dans cette petite boutique dans le Marais. Je suis chez un petit créateur dans le Marais. Vous voyez le petit côté, le petit truc fancy, là, bien parisien bobo. Moi, j'étais assise là dans ce genre de boutique. Jamais. Waouh! Vraiment, bravo moi. Bravo moi. Et ça se passe très bien. Bien, mais je pars parce que il y a beaucoup de ventes. Moi, je veux faire quand même du bijou mais je suis quand même responsable de boutique, donc c'est normal de vendre. C'est ok. Mais moi, je voulais vraiment me concentrer sur le bijou, la création, apprendre des nouvelles techniques. Enfin, voilà quoi. Mais je voulais toujours pas aller à l'école. Moi, je suis traumatisée. L'école, ça m'a servi à rien jusque-là. Et je suis pas en train de dire que l'école, ça sert à rien. C'est juste moi, je suis allée d'erreur en erreur. Du coup, ça m'a servi à rien. Raisonnez bien ce que je vous dis. N'allez pas raccrocher là le podcast et aller dire à votre mère, oui, l'école ne sert à rien. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Remettez les choses dans son contexte. Ça ne m'a servi à rien pour là où j'étais et là où je voulais aller. Du coup, je voulais toujours pas retourner à l'école. Je suis traumatisée. Et puis, je découvre les joies du travail, les joies d'avoir un salaire. Quand tu vas à l'école, tu n'as pas d'argent. T'es pauvre.
Les plus pauvres de ce pays, ce sont pas les SDF dans la rue. Il y a des gens qui leur donnent de l'argent. Ce sont les étudiants. Une situation extrêmement précaire d'être étudiant. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faites au moins quelque chose qui vous plaît et qui va aboutir à un métier, un travail, à une carrière qui vous plaît. Il n'y a pas à souffrir dans la pauvreté comme ça pour en plus aller faire un métier que vous détestez dans un travail que vous détestez. Non, ne faites pas ça. Si vous devez arrêtez maintenant, allez faire autre chose, s'il vous plaît. Donc, moi, c'était hors de question que je retourne à l'école. J'étais trop fraîchement traumatisée pour retourner sur les bancs de l'école. Donc, je fais quoi? De toute façon, je sais déjà quelques techniques. Je me suis mise à mon compte. Parce que comme je voulais travailler avec des petites marques, et c'était trop petite pour avoir des salariés à temps plein qui fabriquent des bijoux. Donc, en général, elles font faire un stock à des prestataires et puis elles vendent. Et puis, quand il y a plus, tu refais appel à un prestataire. Mais ça peut durer 2-3 mois. Tu peux pas avoir une salariée qui fait rien pendant 2-3 mois, en fait. Parce qu'un stock, ça peut durer très longtemps. Voilà. Selon les saisonnalités. Donc, à l'époque, c'était vraiment normal d'être en freelance, d'être en auto-entreprise où tu fabriques les bijoux pour d'autres marques. Je me suis dit, ok, ben c'est comme ça que ça fonctionne, je vais faire ça alors. Et toutes les étapes, les techniques, tu les as vues dans la boutique? Pas du tout. Pas du tout, parce que chaque marque a ses spécificités. On n'utilise pas toutes les techniques de la bijouterie. C'est en fonction du style du bijou que tu fais que tu vas utiliser tout le temps les mêmes techniques. Donc, il y en a plein que tu ne vois pas. Si la marque ne fait pas du bijou serti avec des pierres, tu ne vas jamais apprendre à sertir. Il n'y a pas de bijoux sertis. Donc, je ne savais pas sertir. Il y a plein je ne savais pas souder. La marque ne faisait pas du bijou qui nécessitait de la soudure. Donc, il y a plein de techniques que je connaissais pas. Je maîtrisais que les techniques que la marque utilisait dans sa marque. J'en étais consciente, hein. Mais, est-ce que je me suis... C'est ce que font en plus la plupart des femmes dans leurs insécurités, c'est de se concentrer sur tout ce qu'elles ne savent pas faire. Oui, je ne suis pas assez parfaite, je ne maîtrise pas. Mais si tu ne maîtrises pas, pourquoi tu te concentres sur ce que tu ne maîtrises pas? Concentre-toi sur ce que tu maîtrises. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, oh, tout ça là, je sais pas faire, je sais pas souder, je sais pas sertir, je sais pas faire des moulages, je ne sais pas faire de la cire, je ne sais pas, je sais ce que je ne sais pas, mais je sais ce que je sais. Je maîtrise ces techniques-là, c'est peut-être pas beaucoup, mais il y a des marques qui font que ça. Oui, surtout le moulage, c'est un métier à part entière. Je sais pas. Puis, en plus, je veux pas retourner à l'école. Je vais pas aller retourner à l'école pour apprendre le moulage. Ça n'a aucun sens. Je ne veux pas. Je sais déjà faire des choses. Je vais capitaliser sur ce que je sais faire. C'est tout. Du coup, je crée mon auto-entreprise. Je deviens entrepreneur du jour au lendemain comme ça. Ce qui, à l'époque aussi, n'était pas super courant, surtout à mon âge. C'était vraiment le truc, on crée son entreprise après avoir été salarié, après avoir eu une certaine expérience. Voilà. Et là, tu crées ton entreprise. C'était le schéma logique à l'époque. Là, on est en quelle année, là, quand tu crées? Je crois que ma première entreprise, que là, j'en suis à ma deuxième, je l'ai créée en 2012. On est en 2012. Si je dis pas de bêtises. On est en 2012, ouais. J'ai créé en 2012, mon statut officiellement, en tout cas. Là, je deviens entrepreneur. Et là, jusqu'à présent, j'ai toujours fait mon chemin toute seule. Il y a personne qui me demandait, oui, tu fais quoi? Parce que personne savait, hein, voilà, je vous ai dit, hein, personne dans mon entourage n'avait fait spécialement d'études. Donc, il y avait personne pour m'aider dans mon orientation. Là, subitement, je deviens entrepreneur. Et là, j'ai l'impression que les regards sont sur moi. Subitement, genre, waouh! Comment ça, tu crées ton entreprise? J'avais pas réalisé ce que je faisais. Pour moi, c'était juste une formalité. Je veux faire ça. Il faut un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir faire des factures. Donc, moi, je remplis les papiers pour pouvoir faire des factures. C'est tout. Moi, est-ce que dans tout ce que je vous ai dit là, il y avait quelque chose qui me prédestinait à créer une entreprise? Pas du tout. Est-ce que je vous ai dit, je vais faire une école de commerce, puis je vais créer une entreprise, puis non. Surtout que dans la pratique, c'est exactement ce que tu as dit. Je remplis des papiers. C'est tout. Je me dis oui, pour l'artisanat, tu vas à la chambre des métiers, là,
D'accord, j'y vais, je prends le métro, je prends le papier, je remplis. Vous voulez faire quoi? Je veux faire des bijoux. C'est où la case pour faire des bijoux? C'est là, faut cocher là. Voilà. C'est la dame qui me dit ce que je dois remplir. Je lui dis, je vais faire ça, je remplis. Ok, d'accord. Une semaine, c'est bon. T'as créé ton entreprise, t'as un numéro SIRET. Moi, je commence à travailler. Les gens maintenant me disent, oh, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi comme études? Moi, je fais pas d'études, hein. Oui. Je gagne de l'argent. Je travaille. Parce que j'ai 20 ans. Systématiquement, les gens, enfin, j'ai la vingtaine, je sais plus exactement quel âge j'ai. Mais du coup, les gens s'imaginent que tu es en école, tu fais un master, tu fais je sais pas quoi. Je sais même pas comment les choses s'appellent tellement j'ai pas fait d'études. Mais, donc, c'était systématiquement la question, tu fais quoi comme études? Rien. Comment ça? Rien. Travail? Ah ouais, tu travailles dans quelle boîte? Je travaille pas dans une... Mais j'arrivais même pas à dire dans la mode, j'avais même pas conscientisé que j'avais une boîte. Pour moi, j'avais pas une boîte, hein. Pour moi, j'étais pas une entreprise. Vraiment, quand je vous dis que pour moi, c'était une formalité, j'avais pas l'impression d'avoir une entreprise. C'est juste un truc qui me permettait de recevoir de l'argent, c'est tout. Vraiment. Donc, je disais même pas, je travaille pour moi, je suis à mon compte. Non, je travaille pas pour une boîte. Je disais, non, je disais les choses simplement comme un enfant, naïvement. Parce que vraiment, j'ai un parcours très naïf. Vraiment, j'ai fait les choses par la force des choses et non, je fais des bijoux pour des créateurs. Ah ouais, comment ça? Enfin, t'es salarié, Non, non, du tout. Je travaille pour plusieurs créateurs. Je suis pas mercenaire, j'ai pas de fiche de paye. Comment ça, t'as pas de fiche de paye? Je leur fais des factures. Oh, t'es à ton compte? J'ai... Ouais? Pourquoi tu cries? Parce que eux, de leur point de vue, c'est un truc genre grave. Genre, c'est une grosse responsabilité. T'es une entreprise, t'es si jeune, t'as même pas fait d'école de commerce, mais qu'est-ce que tu fais, meuf? Et on te paye pour ça? Oui. Et tu trouves des clients qui te payent pour ça? T'as même pas fait d'école de bijouterie? Oui. Et t'as travaillé en bijouterie. Mais j'ai capitalisé sur ce que je savais faire, c'est tout. Je sais faire telle technique. Je suis arrivée, j'ai toqué à la porte des marques, j'ai dit, je sais faire ça. J'ai vu que c'est exactement ce que vous faisiez sur vos bijoux. Ils m'ont donné la marchandise. C'est tout. Je repars avec la marchandise, je fais chez moi, je leur ramène. Le culot des culots, j'avais même pas d'outils. J'avais même pas de matériel parce que j'avais pas conscience que je créais une activité professionnelle. J'avais même pas j'avais rien. Quand je vous dis j'avais rien, le culot, c'est que je vais chez la créatrice, je lui dis oui, je sais faire. Et je lui dis, vous pouvez me prêter vos outils? Je suis là. Attends, mais tu regardais pas bizarrement en mode, oui, mais c'est toi qui es vu. Ah, mais non, mais quand je vous dis le culot des culots, je suis l'artisan sans outils. Je suis l'artisan sans atelier. Je suis l'artisan sans rien. J'ai juste le nom d'artisan sur le papier. Mais il y avait rien. Quand je vous dis l'audace, le culot, c'est tout. Quand je vous dis c'est tout ce qu'il y avait dans ma valise, c'est tout. Genre, ça là, j'avais même pas des pinces. Je lui montre à l'écoute des pinces, hein, pour les gens qui nous écoutent. J'avais même pas les trucs pour faire les bijoux. Et j'avais même pas une thune pour acheter tous les outils à ce moment-là. C'est ce que j'allais te demander, parce que les gens qui veulent ouvrir une entreprise, ils sont là, oui, je dois avoir un budget. J'avais rien. Je n'avais rien. Je vous dis que je n'avais rien. Et juste moi. Non, c'est pas vrai, je n'avais pas rien. J'avais moi et les techniques que je connaissais. Et mon audace. C'est tout. Et l'autre côté, je n'ai rien à perdre. Voilà. J'ai déjà été dans des trucs, dans des études qui me plaisaient pas. Je ne veux plus jamais regoûter à des choses qui ne me plaisent pas, ok? Donc, j'avais plus rien à perdre. Donc, au pire, elle me disait d'aller me faire voir, hein, et puis je perdais sa confiance et elle reprenait. Au mieux, ça fonctionnait, m'a fait. De toute façon, elle en a pas besoin, c'est moi qui vais faire, donc ces outils-là lui servent à quoi? Donc moi, elle veut vendre. Donc elle m'a dit, oui, d'accord, il y a pas de souci. Elle me donne tous ses outils, je pars avec. La dame ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle me confie sa marchandise qui a de la valeur, hein, je vous rappelle, on est dans du bijou, hein, on a quand même des belles matières entre les mains. Elle me confie tous ses outils et je m'en vais. C'est ta première cliente? C'est ma première cliente. Vraiment, toc à sa porte, je lui dis, je fais ça, elle me donne les trucs.
Moi-même, j'étais choquée. Moi-même, j'étais dans ma tête, je me disais, vous êtes sérieuse là? Pas demander de preuves. Rien, aucune référence, pas de... Elle a jamais vu mon CV. Rien, même pas un CV, rien. Parce que du coup, moi, j'ai pas beaucoup été salariée. Moi, j'ai pas des réflexes de ça. Oui, mes références, voici ce que j'ai fait avant. Heureusement que j'ai pas eu ce réflexe, parce qu'elles s'en fichaient, et si j'avais eu ce réflexe, j'aurais mis le doute, genre, mais toi, t'as même pas été... Heureusement que je n'ai pas fait ça. Heureusement, ça m'aurait plus desservi qu'autre chose. Ça allait me servir à rien. Il n'y avait pas grand chose dans mon bagage. Donc, j'allais montrer quelle expérience. Je sors de stage, quand même, hein, d'une école de mode, même pas de bijouterie. Donc, il y a rien derrière. C'est du vent. C'est du vent sur le papier. Sur le papier. Mais quand tu me confies des choses, je sais faire. C'est ça le problème avec le CV, c'est que sur le papier, ça peut être du vent. Mais qu'est-ce que tu sais réellement faire sur le terrain? Et c'est ce que j'ai découvert dans l'artisanat. C'est un peu comme à l'américaine, comme un peu chez les anglophones. Qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est ce que j'ai aimé. Pour une fois, on est dans un monde où on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Ce n'est pas le diplôme qui compte, ce n'est pas les études qui comptent. Et ça, j'ai aimé. Là, je me suis sentie bien. Là, je n'ai qu'à prouver ce que je sais faire. Et c'est OK. Tu sais ou tu sais pas. C'est tout. C'est pour ça que j'aime être business developer, parce que c'est très concret. C'est tu vends ou tu vends pas. C'est tout. On voit si l'argent rentre ou pas. T'es bon ou t'es pas bon. Point barre. C'est pas un métier où tu peux te planquer derrière ton ordi, puis tu fais semblant de taper là, et puis personne sait si tu travailles ou pas. On voit si tu fais quelque chose ou pas. Je suis plus dans l'artisanat, mais le mécanisme, il est toujours le même pour moi. C'est concret. C'est l'argent rentre ou pas. J'ai besoin constamment de concret. Le concret, c'est vraiment ce qui a drivé mon parcours. En tout cas, du côté où je réussis, pas le côté où j'ai tout foiré. Voilà. Mais le concret, ça m'a vraiment drivé. Du coup, je lui ai ramené, et c'est là où c'est parti. Parce que c'est un milieu qui est assez petit à Paris, le bijou. C'est, tu connais pas quelqu'un qui pourrait... Oui, t'inquiète, je t'envoie Bibiana. Trop bien. Et c'est même pas toi qui lui as demandé de te faire la pub, non? C'est très petit. Toutes les créatrices connaissent d'autres créatrices. Après, c'est pas parti de ça, hein. Ça nourrit mon portefeuille client, mais je savais très bien qu'avec une cliente, j'allais pas vivre. Bon, après, j'étais encore chez ma mère, hein. Je gagnais 800 € à l'époque. J'étais riche. À la vingtaine de ta mère. J'ai rien. Je gagne 800 € de mon propre travail. J'étais déjà riche par rapport à mes potes qui étaient à l'école. Mes parents qui avaient la bourse, mais la bourse payait leur vie scolaire, là, et 2-3 trucs. Ils étaient pauvres. J'étais riche pour mon âge déjà avec mes 800 €. Et rien à payer. Parce que ma mère faut savoir que ma mère m'a jamais rien demandé de payer, de participer à rien du tout. Donc c'était vraiment 800 € dans ma poche. Donc, clairement. Et ça, c'est vraiment bien. Et c'est bien de le préciser, parce que d'autres personnes, quand ils commencent à travailler... Donne-moi la moitié de ton salaire. Paye les factures. Je n'ai jamais eu ça, guys. Vraiment, je n'ai jamais eu ça. Je m'obligais pas ta maman alors, hein, franchement. Elle m'a jamais rien demandé. Je donne si je veux, mais elle m'a jamais rien exigé, en tout cas. Elle me demande même pas ce que je gagne, rien. Elle s'en fout. Tant que je me débrouille, c'est tout ce qui l'importe. Tant que je peux vivre, tant que je gagne mon argent, c'est tout ce qui l'importe, ok? Elle s'en fiche que je paye son loyer, que je paye. Elle se débrouille. Elle a pas besoin de moi pour ça, donc pourquoi elle va me taxer mon salaire? Enfin, voilà. Bon, je parle pas pour les autres parents, mais... Elle en a pas eu besoin jusqu'à maintenant. Je comprends pas pourquoi elle en aurait besoin quand tu subitement. T'as fait comment jusque-là? Enfin, pourquoi Voilà. Donc, elle m'a jamais demandé. Donc, j'étais déjà riche mais je me disais quand même, bon, est-ce qu'on peut vivre réellement avec 800 €? Je suis quand même une femme intelligente, hein. C'est pas parce que j'ai pas eu de diplôme, je sais quand même utiliser mon cerveau. On peut pas vivre avec 800 €. Je rappelle que je vis à Paris. Donc, on peut pas vivre avec 800 € à Paris. Donc, je me dis, il faut compléter ça, qu'il faut continuer de gagner des sous. Donc, je dois avoir d'autres clientes pour compléter le temps où je ne suis pas chez cette cliente-là. Parce qu'une fois que j'ai fini de fabriquer pour elle, voilà, ça prend 2-3 jours. Il reste encore une vingtaine de jours dans le mois. Ouais, voilà. Ah oui, pour situer, enfin, là, si vous êtes un peu bon en maths, je travaille 2-3 jours par semaine et je gagne 800 €. Oui. Imaginez si je travaille toute la semaine, la vingtaine. Déjà, là, si on regarde juste les 2-3 jours par semaine. C'est plutôt 1 ou 2 jours par semaine. J'arrive même pas à 3. Peut-être dans les périodes hautes comme Noël, mais sur l'année, c'était maximum 2 jours chez cette cliente-là par semaine. J'avais 800 balles. Ça veut dire le reste du temps, là, je chillais. Je foutais rien. Voilà. Du coup, je ne veux pas rien foutre. Donc, du coup, je vais chercher d'autres clientes.
Je vais chercher d'autres clients. J'ai fait comme pour elle. J'ai toqué à sa porte. Elle a dit oui. J'aurais produit le truc. Et c'est comme ça que je commence à aller à des salons de bijoux sur la bijouterie. Du coup, je découvre d'autres marques. Je prends les catalogues. J'appelle les jolies marques que j'aime bien. Je vérifie quand même sur Internet que j'aime bien. J'ai déjà travaillé pour des marques moches. Je ne veux pas reproduire ça. Donc, je travaille au feeling. Ah, j'aime bien sa vibe, son style. Ça me plaît. J'appelle et tout. J'arrive. On fait des tests. Hop, il voit que je sais faire. C'est comme ça que je développe mon portefeuille client et que je fais de plus en plus de factures à plusieurs créateurs. Et du coup, ça me fait un temps plein. Voilà, que j'organise. Au bout de combien de temps tu travailles avec plusieurs créateurs? Parce que là, tu as commencé avec la première, tu es resté combien de temps seule avec elle? Peut-être 2 mois. 2 mois où je me suis dit, j'ai quand même beaucoup de temps libre. C'est vrai que j'aime pas beaucoup travailler, mais ça fait beaucoup de temps libre quand même. Donc, et puis le temps de peaufiner aussi mes techniques, tout simplement, d'apprendre des nouvelles choses, donc de me perfectionner. Je me dis, ça va, je gère mieux là. Ouais, je peux aller faire chez d'autres personnes. Donc 2-3 mois, je dirais. Et puis, assez rapidement, dans les 6 mois, c'est bon, j'étais full. J'étais vraiment full et j'étais bien. Et quand je dis full, pas le full 35 heures que vous connaissez, Full pour moi, c'est je travaille quand j'ai envie de travailler. C'est ça full pour moi. C'est pas full je travaille tout le temps. C'est full. Est-ce que je suis en mesure de remplir mon agenda quand j'ai envie de travailler? C'est pas je fais les 35-40 heures par semaine parce que je suis en Attends, j'ai créé mon propre travail. Ce n'est pas pour j'ai créé mon propre travail, ce n'est pas pour devenir esclave de ça, travailler quand j'ai pas envie, ça va pas ou quoi? Voilà. C'est ça que je dis full, c'est je suis en mesure d'accepter de la demande et de dire non à de la demande quand je veux pas. Donc je pouvais très bien travailler tous les jours quand j'avais envie. Et comme j'ai vite pris goût à l'argent, je travaillais dedans. Voilà. Et j'avais une activité qui était très pérenne. Enfin, j'étais bien, quoi. L'activité tournait bien, fonctionnait bien. Et là, j'avais réalisé que j'étais une entreprise. Puisque je faisais beaucoup de factures. À 6 mois. Voilà. Exactement. Mais du coup, là, depuis tout à l'heure, je me demande à quel moment tu passes de créatrice de bijoux à BizDev. Tout simplement, si vous avez bien écouté, c'est que dans tout ce parcours où j'atterris dans le bijou, ça a toujours été teinté par la vente. Ouais. J'étais responsable de boutique. En boutique, je faisais de la vente. Pour trouver des clientes pour mon activité, je savais pas que j'étais encore une entreprise. C'était de la prospection. Je savais pas que c'était de la prospection. Je savais pas ce que c'était de la prospection. Là, je vais pas vous mentir en disant, parce que je vous ai dit avec mes mots naïfs, je suis allée toquer à leur porte. J'ai dit, je fais ça. J'ai pas dit que je prospectais. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas que je prospectais. Vraiment, je vous ai parlé comme je me considérais à l'époque. Je ne connaissais pas encore ce métier-là. Je savais pas du tout que j'étais en train de gérer un portefeuille client, que j'étais en train de me développer, que j'étais en train de faire rentrer du chiffre d'affaires. Certes, pour moi, appeler, c'est faire du calling, faire du phoning, faire des relances, tout ça, c'est faire du suivi commercial. Enfin, faire signer des devis, c'est faire du closing. Je savais pas que j'étais en train de faire tout ça. Et chez une des marques que j'avais, chez une des clientes, j'ai découvert mon premier business développeur, Mathias. Et j'étais là, mais je kiffais son travail. Je lui ai dit, mais c'est quoi ton métier, Mathias? Il me dit, je suis business développeur. Et il m'explique ce qu'il fait. Je fais, mais c'est ce que j'ai fait, parce que je fais les connexions dans mon cerveau. Jamais. Mais lui, il cherche des boutiques pour la marque. Moi, je me cherchais des marques pour moi. Mais c'est la même chose. Et c'est moi qui fais rentrer l'argent dans la poche. C'est ce que je fais. Jamais. C'est un métier à part entière, ça. Et là, dans ma tête, feu d'artifice. Je me dis, mais je veux faire ça. Est-ce que tu lui poses la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour Évidemment que je lui pose la question. Je lui dis, c'est quoi ton parcours? Comment on arrive à faire ça? Il m'explique et tout. Elle me dit, on peut tourner à l'école. Parce que là, si on se rappelle bien, t'as pas aimé. Je n'ai pas aimé. Mais là, c'était différent parce que là, j'allais entreprendre des études pour ça. Et je savais exactement ce que je voulais faire.
Parce que c'est un des trucs que je trouve pas logique, c'est que nous tous là, on rentre, on sort du lycée, on fait des études. La plupart ne savent même pas quel métier ils vont faire à la fin. Non, mais je verrai. Comment ça, tu verras? Tu vas passer 3, 4, 5, 6 ans et tu verras? Mais c'est trop tard, en fait, le tu verras. Pour te rendre compte qu'à la fin, ah mince, j'aime pas ce que je fais. Ah mon Dieu, mais je peux pas arrêter, j'ai déjà fait 6 ans. Mais c'est avant qu'il fallait se poser la question. Et c'était ce qui était différent. Je l'ai abordé différemment. Je fais ces études-là pour faire ce métier-là. On était toujours dans le concret pour moi. Et là, t'as quel âge? Parce que ça pourra faire écho à des jeunes, par exemple, qui se retrouvent 23, 24, 25 ans. Bah non, j'ai envie de me reconvertir. Je suis beaucoup plus vieille à ce moment-là. Parce que j'ai passé des années dans l'artisanat et dans la bijouterie. J'ai 27 ans. J'ai 27 ans. J'ai quand même vécu de cette activité-là de ma vingtaine à 27 ans. Et j'ai fait le tour, j'en peux plus. Bon, je continue toujours un petit peu, je suis à mon compte, donc je peux moduler mon activité. Et bah, je retourne à l'école à 27 ans. Mais là, je sais exactement ce que je veux faire. Je sais quel métier je veux apprendre et je sais exactement ce que je veux en faire de ces compétences. Donc, je veux l'aborder complètement différemment. J'y allais, mais j'étais motivée. Mais je me connais, j'aime toujours pas l'école, je suis traumatisée. Donc, je choisis l'alternance. J'ai trop travaillé. Ça fait déjà presque une dizaine d'années que je travaille. Je peux pas retourner sur les bancs de l'école là comme ça et puis j'attends et puis j'écoute quelqu'un. C'est pas possible. Je me connais. Faut aussi bien se connaître pour choisir bien sa voie et la façon de le faire. Parce que des fois vous êtes terrifié et vous voulez pas retourner à l'école parce que la méthodologie n'est pas la vôtre. Prenez des cours du soir. Il y a toujours une façon d'apprendre ce que vous avez à apprendre, mais adaptez-les à votre façon d'apprendre. Ne vous contraignez pas à apprendre d'une façon qui vous. Il y a des gens, ils vont à l'école, ils écoutent, ça leur va très bien. C'est ok si vous pouvez. Allez, il y a des gens, ça fait trop longtemps qu'ils travaillent pour juste écouter du blabla. Là, on est trop déconnectés. On a besoin de continuer de rester dans la vraie vie et dans le milieu du travail. C'est ce que j'ai fait. Donc, alternance pour moi. Et ça se passe très bien. Même si je change complètement de métier. Un BTS? Je fais un bachelor à ce moment-là. Je fais un bachelor, responsable d'acquisition numérique, donc pour devenir business développeur en un an et demi. Et ça se passe très bien. Je découvre un nouveau métier. Enfin, qui n'était pas si nouveau. Je me dis, mais j'ai déjà fait ça, en fait, d'accord. Sauf que là, ça avait un cadre, j'avais des outils, j'avais une méthodologie. Je le faisais plus à l'inspiration parce que j'ai juste besoin de clients. Il y avait des méthodologies, j'apprends des techniques de vente, tout ça, à écouter un besoin. Là, mon besoin, il était bien évident, donc j'avais rien à écouter. Voilà, t'as pas de bijoux. Tu as déjà fait. Tu comprends directement ce que dit la personne en face de toi. Ça faisait directement écho, c'était pas jugeant. J'apprends un nouveau métier, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non, je sais très bien pourquoi on apprend ça. Je savais déjà, c'est ce qui était différent, c'est que je savais déjà comment j'allais exploiter ça. Donc j'avais déjà des connaissances, là j'en avais encore plus. Donc dans ma tête, ça fait pa. Mais sauf que là, on est en période de Covid quand je reprends mes études. Ok. Donc, tout le monde est enfermé, pandémie mondiale. Jamais. Heureusement que je n'ai pas rien à faire parce que je suis en formation. Très bien vécu, moi, la pandémie. Parce que j'étais contente, j'apprenais des nouvelles choses. Je n'en avais que faire du Covid. Je savais que ça allait finir un jour. En plus, j'allais sortir de cette pandémie. Moi-même, j'allais être une nouvelle personne, mais j'étais ravie. Pour moi, j'étais comme un bourgeon qui était en train d'éclore. Pendant le Covid, c'était mon engrais de rester chez moi. Donc, je l'ai très, très bien vécu. Pour moi, c'était une transition. J'étais limite en train de me dire, waouh, les astres s'alignent pour me laisser le temps de me concentrer sur ma reconversion. Quand je vous dis que je l'ai très bien vécu, limite, j'ai pris la pandémie pour moi, genre, c'est Dieu qui me donne une pause pour enfin me centrer sur ce que je dois réellement faire. Parce que là, dans l'activité de création de bijoux, elle s'arrête? Et oui, je l'arrête. Je l'arrête et c'était très bien parce que plus personne n'achetait rien du tout. Oui. Donc en fait, même les créateurs, ils étaient en PLS. Donc quand je vous dis que ça s'est parfaitement goupillé, j'étais très bien. À aucun moment, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter mon activité, j'aurai plus d'argent. Mais il y avait plus d'argent à cette période. Les gens n'achetaient plus rien, les gens n'allaient plus en boutique, les boutiques étaient fermées. En fait, j'aurais été en chômage technique. En plus, en freelance, il y a pas de chômage. J'aurais eu rien. Mais là, j'ai switché sur de l'alternance, j'étais payée. Ouais, j'ai pas senti c'était parfait. Vraiment, c'était parfait. J'ai pas senti oh mon Dieu, tu fais une erreur, il y aura plus d'argent quand tu viens pour vivre. C'était
fluide. En plus, je pouvais rester chez moi, c'était merveilleux. Donc, j'apprends ce nouveau métier. Mais comme on est en période de Covid, je vais pas vraiment travailler. Mhm. Enfin, du si, à distance. Mais je suis quand même beaucoup chez moi. Mm. Et c'est à ce moment-là que je me mets un peu plus sur les réseaux sociaux. Et comme dans ma tête, ça fait pas, j'ai envie de partager ce Ouais. que j'apprends. Et je partage sur mes réseaux sociaux. Et comme pendant la pandémie, tout le monde n'avait que ça à faire que d'être sur son téléphone plus que jamais pour connecter avec le monde, puisqu'on pouvait pas sortir, bah, c'est là où mon compte s'est développé sur Instagram Oui. et que j'ai commencé à attirer des entrepreneurs. Parce que parler de vente, bah, ça les Oui. intéresse. Mhm. Je parle de business, ça les intéresse. Je parle de chiffre d'affaires, ça les intéresse. Et j'ai quand même cette appétence pour l'entrepreneuriat. Je vous rappelle que je suis devenue entrepreneur du jour au lendemain, de Oui. manière fluide, sans stress, Mhm. là où les gens, ils se grattent la tête, ils s'arrachent les cheveux, ils font des calculs pas possibles avant de se lancer. Clairement. Moi, j'étais là, mais ça passe comme une lettre à la poste. Pourquoi vous stressez, en fait? Les gens me voyaient encore plus comme quelqu'un à aller voir parce que je le prenais de manière sereine. Je dis, mais Oui. tranquille, en fait. Pourquoi vous en faites toute une Mm. histoire? C'est de la paperasse. Voilà. Donc, je paraissais un peu comme une figure de, ah, je vais aller la voir parce que comme ça fait quelques années qu'elle est dedans et puis ça a l'air Mm. chill de son côté. Je dis pas que facile, hein. C'est juste que je le Mm. prends de manière chill. Et voilà, j'ai un peu démocratisé ce que je l'ai fait sans savoir ce que je faisais. Mm. Et ça rendait un peu plus accessible l'entrepreneuriat des personnes qui me regardaient. Ça a l'air pas si compliqué, en fait, quand elle l'explique. Mm. C'était surtout ça, je rendais simple l'argent, je rendais simple l'entrepreneuriat parce que moi, je le faisais de manière simple sans en faire quelque chose de compliqué. Et en plus, je suis en train de faire des études pour consolider ce que j'avais appris. Ça rassurait encore plus les gens, genre, ah, elle sait encore plus de quoi elle parle. Mhm. À ce moment-là, mais c'est comme ça que j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs, à leur donner des conseils malgré moi. Jamais. Mhm. Oui, en fait, tu ferais comment ça? Ah, je vends ça, tu t'adresseras à qui, Shane, blablabla. Là, de manière totalement gratuite, il y a Il y a rien. rien, c'est vraiment en DM, je voyais ça comme des questions et je vois que je commence à faire ça à longueur de journée. Je suis là sur mon téléphone en DM. Oui, fais ci, fais ça, nanani, adresse-toi là. Non, il faut leur dire ça comme argument. Non, mais ça, non, change de positionnement parce que ça va pas là. Puis j'étais là, mais un jour, je fais, mais attends, on me paye pas pour faire ça, ça va pas ou quoi? Pourquoi je passe mon temps là sur Instagram? Moi, je vous rappelle que je viens du milieu de l'artisanat. Les Mm. choses du digital, là, les réseaux sociaux, je connais pas. La plupart du temps, dans les ateliers, il y a même pas de réseau. Et je Mm. rigole même pas. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas Internet. Oui. Donc, je passe des 8 heures, des 9 heures, des 10 heures en atelier avec mes petits outils. Mon compagnon, à l'époque, c'était comme France Inter. Mm. Ouais, il y a que ça qui passait. J'écoutais la radio. Non, mais c'était notre époque. C'était la radio tous les jours. C'est tout. Il y a pas histoire de j'écoutais des podcasts. Est-ce que c'était encore il y avait même pas encore beaucoup de podcasts. Justement, c'était les émissions de radio qui en faisaient, c'est tout. C'est tout. C'était vraiment un truc à part entière, les podcasts. C'était pour les professionnels. Aujourd'hui, Mm. tout le monde peut lancer son podcast et parler de tout ce Oui. qu'il veut. Il y en avait pas autant. Et comme il y a pas de réseau, je vais prendre mon téléphone pour faire quoi? Il y a rien. Mhm. T'es déconnecté. C'est ce que j'aimais aussi avec l'artisanat, c'est que t'es dans ta bulle. Et c'est un truc que j'ai gardé, c'est j'aime être dans ma bulle. Et c'est un truc comme on me le dit souvent. Mais ça fait Mm. trop d'années que je suis dans ma bulle pour en sortir, en fait. Clairement. Je peux pas. Et là, je me retrouve à être connectée téléphone tout le temps, à parler à des gens que je ne connais pas, mais Mm. c'est un autre monde. De nouveau monde de Narnia pour moi. Je sais, mais quel est ce monde? Qui sont ces gens qui me parlent? Ils me connaissent même pas et puis ils me racontent leurs problèmes, là. Et puis en plus, ils me demandent une solution, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et un jour, je me souviens de la première fille à qui je dis, mais paye-moi. Elle s'appelle Victoria. Je lui dis, Mhm. mais paye-moi. Vraiment, je lui écris, paye-moi. Elle me fait d'accord. Ok. Ça commence à d'accord. Je rigolais, en fait. C'est pas mon activité, tu vas me payer comment? Elle me dit, d'accord, envoie ton PayPal. J'envoie mon PayPal et je donne même pas de prix. Mm. Elle m'envoie 50 €. J'étais là. Ok. Donc, attends. Elle aurait très bien pu m'envoyer 10 balles. 5 Mm. €, genre un pourboire, vous voyez? Il y a Mm. pas de prix, c'est pas un service, c'est pas une prestation, c'est pas mon activité, je suis encore en école. Elle m'envoie 50 balles. Ah, moi, il m'en faut pas plus, hein. Mm. Dans ma tête, ça fait bam! Les gens sont prêts à payer pour ça? C'est un métier? Voilà comment je suis devenue consultante. C'est né comme Et ça. pour ta page Instagram, parce que
Pour ceux qui l'ont pas vu, ta page Instagram est super belle. Les couleurs sont bien agencées. Moi qui viens de commencer sur les réseaux, je n'y connais strictement rien du tout. Franchement, je bataille avec mon Instagram pour la page du podcast. Et c'est tous les jours où je suis en train de regarder comment faire, mais ça m'ennuie à un point. Ok. C'est pas mon boulot. Mais comment est-ce que tu as réussi vraiment, sachant que tu viens de raconter, tu n'étais pas du tout de ce milieu-là. Ouais. Donc, faire les canevas, faire Ça. les machins, faire les images, tout ça. Comment est-ce que tu es tombée dedans et comment est-ce que tu as aimé? Excellente question et merci de la poser. Pourquoi c'est une excellente question alors que je ne viens pas du tout du milieu du digital? Enfin, si je viens du milieu digital, ça a été pendant mes études et c'est pas le digital communication, c'est le digital des outils pour prospecter en fait. C'est ça mon digital à moi. Donc rien à voir avec faire des jolies choses sur internet là. Ça n'a absolument on nous apprend même pas à l'école à utiliser les réseaux sociaux pour l'acquisition de clients à part LinkedIn. C'est tout. On n'est pas là pour devenir des influenceurs ou créateurs de contenu. Pas du tout. D'ailleurs, je trouve que ça manque dans la formation parce que moi, ça m'a bien aidé. D'ailleurs, je retourne à l'école là pour qu'ils intègrent ce moment. Bref, c'est un autre projet. Je pense vraiment que ça devrait être intégré dans le cursus des commerciaux, parce qu'on acquiert de la clientèle comme ça. Donc, pourquoi ça fait pas partie de l'apprentissage? Enfin, voilà. C'était une petite parenthèse. Comment j'arrive à créer cet univers, cette image de marque? Maintenant, je sais que ça s'appelle comme ça. Avant, je savais pas. Voilà. Oui, que vous avez pas besoin d'être expert dans tout pour faire. Il y a plein. Vous voyez que là, tout ce que j'ai fait là, je ne savais rien. Vous, je sais pas pourquoi vous attendez d'être expert pour vous lancer, faire quoi que ce soit. Ça vous fait vibrer, faites. Vous allez connecter avec d'autres personnes avec qui ça vibre. C'est tout. La vie n'est que connexion. Donc, connectez votre expertise. Là, c'est un plus. Arrêtez d'en faire le cœur de votre vie, comme si les gens vous attendaient au tournant. Pas du tout. Qui vous connaît, là, sur les internets? Personne. C'est complètement OK. Donc, comment j'arrive à, je vais dire tout de suite parce que ça s'est quasiment fait tout de suite. Il y a plusieurs éléments. Certes, je ne viens pas de l'univers du digital et de la communication. Mais je vous rappelle que je viens du bijou. Je viens de l'univers de l'âme. Et j'étais dans du bijou haut de gamme. Moi, je travaillais aux Galeries Lafayette, je travaillais au Bon Marché. Enfin, je travaillais pour des marques qui étaient implantées dans des belles boutiques, dans des belles enseignes. Donc, le beau, l'esthétisme, l'image de marque, le branding, je baignais déjà dedans. Sans m'en rendre compte, parce que j'étais pas là pour ça, j'étais artisan. Mais j'ai toujours baigné dans le beau, dans l'expérience client au top. J'étais à la vente, donc j'ai les codes. Je comprends ce que c'est un positionnement. Je sais quand c'est pas cohérent. Je sais reconnaître un beau stand qui reflète un univers. Je vois la différence quand je vais dans des salons de bijoux, des gens qui ont pas fait d'effort, les gens qui ont fait un effort commencent à attirer les gens. Donc inconsciemment, j'étais déjà nourrie de tous ces codes de beauté, on va dire ça comme ça. Et je me connais, je sais ce qui me définit, je sais ce qui me représente. Donc, je voulais que ça se reflète dans ma communication. J'ai essayé, dans un premier temps, de faire un peu comme les coachs Instagram. Oui, 5 tips pour ceci, cela. Après, je regarde pendant un mois le contenu, je fais « Ah, Burk ! Mais Burk, mais c'est qui cette nana ?» Je regardais mon fil, je fais mais c'était tout blanc parce que c'était à l'époque du neutre, tout était très blanc, très jamais. Mais j'aime pas le blanc. j'aime pas ce genre de, j'aime pas. Mais c'est ce qui se faisait à l'époque. J'ai dit mais j'aime pas. Si c'est ce qui se fait et si il faut faire ça pour qu'on me prenne au sérieux. Ah, je choisis qu'on me prenne pas au sérieux. Mais littéralement, je me suis dit, je préfère qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et là, j'ai commencé à être moi. Donc, je suis partie dans quelque chose de, je vais pas dire que je suis partie consciemment dans quelque chose qui était humour. Parce qu'en vrai, pareil, une fois de plus, je ne savais pas que j'étais drôle. Je vous rappelle que j'étais enfermée dans mon atelier, je travaillais toute seule. J'allais rire avec qui? J'allais faire rire qui? Ma cliente, elle a autre chose à faire, en fait. Je vais me parler toute seule. J'étais tout le temps solo. Je savais pas que j'étais drôle. Donc, je découvre. Enfin, quand je me mets à faire du contenu comme moi je l'entends et à dire les choses comme moi je l'entends, je me suis dit, bon, de quoi t'as envie de parler? Je me dis, j'ai envie de parler d'argent. Je trouve qu'on parle pas assez d'argent, là, parce que moi, j'ai baigné dans l'argent très tôt, vu que je suis allée travailler très vite. Donc, pour moi, l'argent, c'est
C'était la colonne vertébrale de mon quotidien. En plus, je suis à mon compte, il y a pas d'argent et je vis pas. Donc, vous voyez tout de suite l'importance de l'argent dans ma vie, ce qui n'était pas le cas des autres, parce qu'ils étaient à l'école beaucoup trop longtemps à mon goût. Donc l'argent, ils ont palpé ça beaucoup trop tard à mon goût. Je les voyais vraiment comme des pauvres parce qu'ils pouvaient rien faire, mes potes. T'es étudiant, toi tu gagnes 2, 3, 4 000 euros. T'as pas beaucoup de charges. Quand tu dis rien, on peut faire ça. Ah bah non, j'ai pas d'argent. On peut aller à tel resto parce que moi je veux manger dans des beaux restos, j'ai les moyens. Je savais pas que moi j'avais les moyens. Je savais pas que ils étaient. En plus ils commençaient à travailler parce que j'ai quand même arrêté le bijou. À 27 ans, ils ont déjà commencé à travailler. Disant ils sont en CDI et là je découvre qu'ils sont pauvres. Clairement. Comment ça t'es en Non mais c'est ça. Mais comment ça t'es en CDI? Moi je suis censée être dans la situation précaire en fait. Je suis à mon compte, je suis auto-entrepreneur parce qu'à l'époque c'était vu comme une situation précaire. Ça l'est toujours d'ailleurs. On nous fait juste croire sur Instagram que c'est la belle vie, mais c'est faux. Être auto-entrepreneur quand tu démarres, t'es dans la précarité. Les gens là que vous voyez sur Instagram qui ont l'air d'avoir une belle vie, ils sont en rupture conventionnelle. Ok? Ils ont leur chômage, ils vivent de ça. Ou ils ont un mari qui pourvoit à leurs besoins. D'accord? Aussi, clairement. Si ça fait 1 an, 2 ans, ils sont pauvres. Ils vivent pas encore de leur activité. Pas tous. Et ceux qui le font, c'est une exception à la règle. Ne croyez pas que ça va être votre cas. Faut que quelqu'un vous le dise. Ils sont pauvres. Ok? 90% des entrepreneurs, là, oui, je viens d'inventer cette statistique, ils sont pauvres. D'accord? Au moins pendant les 2 premières années, je vous le dis. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, moi, j'arrive tout de suite à mettre les codes parce que j'ai baigné dans l'univers du beau, dans l'univers des marques. Donc, j'ai cette expertise de marque aussi. Parce que j'en ai vu beaucoup, pas qu'une seule, parce que j'ai créé ma marque. Non, j'ai vu beaucoup de marques. Donc, j'ai vu chez beaucoup de marques avec des positionnements différents, qui faisaient des choses différentes. À des moments différents, ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. C'est ça qu'aujourd'hui, j'accompagne pas mal de marques, c'est que j'ai baigné dedans, en fait, littéralement. Donc, j'étais en mesure de savoir créer ma propre marque qui était moi-même. Pareil, je savais pas que ça s'appelait le personal branding, mais je savais ce que j'aimais. Il faut se connaître pour coller des éléments qui nous collent à la peau. Moi, j'aime l'argent. J'aime naturellement la couleur vert, comme les $. C'est la couleur de l'abondance. Moi, je ne vis que pour l'abondance, en fait. Donc, dans mon branding, vous allez retrouver énormément de vert partout. Parce que c'est moi. Pas parce que je l'ai inventé, mais parce que ça fait partie de mon identité. C'est aussi une couleur que j'ai beaucoup vue, parce que je vivais en Guyane. Mon jardin derrière, c'était la forêt amazonienne. C'est pas une façon de parler. J'étais vraiment à la limite un bout de la forêt amazonienne. Tu marches un peu là, tu rentres dans la forêt, quoi. Donc, le vert, ça m'a toujours accompagnée. Donc, ça va rentrer dans mon branding. Comme j'ai toujours baigné dans le beau, vous pouvez pas me voir traîner dans un endroit broke. Je peux pas. Je ne peux pas. Quand tu travailles au bon marché, puis en face, il y a la grande épicerie, à goûter des mets incroyables, tu peux pas aller manger n'importe quoi après, là, au quotidien. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous rappelle que j'avais déjà les moyens de me payer des trucs que les autres n'avaient pas les moyens de se payer à cette époque-là. Donc, j'ai tout de suite connu le beau, la qualité, les bonnes matières, faire la différence entre ce qui est de qualité, ce qui ne l'est pas, parce que je baignais dedans pendant des années. Donc, je sais retranscrire ça dans le digital et ça fait partie de mon quotidien. Donc, cherchez pas à faire comme les autres, basez votre communication sur votre quotidien. Moi, j'ai baigné dans le beau. Je dis pas que vous devez faire du beau pour percer sur Instagram. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que vous devez savoir qui vous êtes, savoir ce qui compose votre identité, ce que vous aimez, ce qui vous représente pour mettre ça dans votre communication. C'est ce qui va faire que ça va faire une identité visuelle qui va vous ressembler. Et une fois que j'ai découvert que c'était un métier, le brand design,
enfin les designers, les graphistes, tout ça. À ce moment-là, quand j'ai avancé, parce que j'ai quand même créé ma marque, parce que je me suis dit, bon, c'est pas parce que je deviens commercial que subitement je vais arrêter de faire du bijou, faut pas déconner. Mais je vais juste arrêter d'en faire pour les autres, puisque j'ai besoin d'en faire pour moi, pour pouvoir gérer le flux, puisque je n'ai pas que cette activité-là. Je rappelle que à un moment, tout se croise. J'ai les études, je finis mon alternance, je dois faire la transition entre j'arrête la prestation de fabrication de bijoux, et puis je me dis, je veux pas complètement arrêter le bijou, donc je fais la transition où je crée ma marque, et en même temps, je crée du contenu sur Instagram, et je conseille des gens sur Instagram. Donc, troisième. J'ai plein de choses, en fait, à faire. Donc, il y a des choses que je vais devoir jarter. Il y a des choses qui vont partir. Donc, je me dis, je vais créer ma marque pour continuer de faire du bijou, ne pas perdre cette expertise quand même. Je veux pas oublier comment on fait du bijou, parce que ça s'oublie très vite. On perd très vite les gestes pour dire, voilà, si je pratique pas, j'oublie. Je suis devenue très lente maintenant. Très, très lente parce que je ne fais pas que ça. Quand tu fais ça toute la journée et quand tu le fais de temps en temps, on perd de la gestuelle, je perds de la dextérité et je perds du temps. Donc, je suis beaucoup plus lente et je ne veux pas le perdre complètement. Et t'avais pensé à prendre quelqu'un avec toi ou Évidemment. Évidemment. Parce que je fais beaucoup de choses, mais c'est pas parce que j'aime travailler. Je déteste travailler. Je déteste travailler, donc je délègue très facilement. Voilà, je délègue très, très facilement. J'ai besoin de quelqu'un pour faire, je paye. Je fais ça à ma place. C'est fait, on avance. Donc, j'ai aucun problème pour déléguer et ça, c'est ce qui me permet aussi de faire plein de choses en même temps. Des fois, vous voulez faire plein de choses en même temps, mais tout seul. Mais moi, je suis arrivée sur ta page, je me suis dit, mais elle fait tout, toute seule. Mais non. Mais non. Enfin, techniquement, oui, je suis toute seule. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je paye quelqu'un, c'est tout. Ouais. Ok. C'est tout. J'ai toujours initié la chose, parce que j'ai quand même une identité forte, donc il y a quand même des choses que j'arrive à faire toute seule. Et ensuite, quand je veux le professionnaliser, je paye quelqu'un. C'est tout. Je paye la personne. Apprenez à payer les bonnes personnes pour faire mieux que vous. C'est tout. Sauf que moi, du coup, comme j'ai les codes, je sais exactement qui il faut payer à quel moment pour avoir les choses. Il y a des entrepreneurs, ils arrivent dans le monde de l'entrepreneuriat, ils sont là, je sais pas qui aller voir, je sais pas quelles sont les étapes importantes, je sais pas ce que je dois avoir absolument. Ils investissent dans des trucs, dans des formations à gogo, alors qu'il y a même pas le strict minimum dans la marque. T'as même pas de packaging. Qu'est-ce que tu vas aller payer une formation à 4 000 € à une coach qui va t'apprendre à je ne sais pas quoi, à faire des templates Canva? Mais pour ceux qui ont l'habitude de voir tes posts sur Instagram vont vraiment se sentir. mais j'étais là, et vraiment, mais c'est moi-même que je me remettais en question. Je me disais, mais c'est moi, j'ai rien compris aux marques, à comment on construit une marque, ou ces gens sont perchés, ou ils ont aucun sens des priorités. T'as pas de branding, mais t'es là, t'es en train de suivre je sais pas quel accompagnement que t'as payé 4 000 €. Après, tu vas me dire, t'as pas d'argent. Non, mais ta marque ressemble à rien. Y a pas d'identité visuelle. Le site, il est broke, mais tu payes des accompagnements à 4 000 €. Mais il est où le sens des priorités? J'étais complètement dépassée aussi par ce monde d'Instagram. Parce que vu que je viens de l'artisanat, j'ai vu comment fonctionne une marque dans la... Je me dis, mais j'ai jamais vu, moi, mes créatrices faire tel accompagnement, prendre tel coach, et ça fait 14, 15 ans, 20 ans qu'elles existent. Pourquoi elles, là, sur Instagram, ça leur paraît être la première priorité? Oui, je vais payer un coaching pour prendre confiance en moi. Je vends des rideaux. Non, mais oui, je prends un accompagnement pour augmenter ma position de leader. Non, mais t'as créé une marque de bougies. Genre, ta priorité, là, tu te dis, oh, je veux être un leader. Et tu vas leader qui? T'es tout seul dans ta boîte. Genre, c'est une priorité. Non, mais mais vraiment, je suis arrivée sur Instagram, je me suis dit, waouh! Waouh! J'ai mis, c'est moi, je suis condescendante parce que j'ai pas l'impression d'avoir besoin de ça, ou on n'a pas les mêmes priorités dans notre vie, en fait. Les mêmes priorités. Vraiment, les entrepreneurs sur Instagram, ils payent beaucoup de choses dont ils n'ont pas besoin à l'instant. Je dis pas qu'un accompagnement pour prendre sa position de leader n'est pas utile. C'est utile pour les gens déjà qui ont quelque chose à l'idée, hein. Ils doivent montrer l'exemple à quelqu'un. Mais tu travailles seul, tu vas prendre le lead sur quoi? Genre,
C'est pas pour toi, c'est pas la priorité en fait. Enfin, c'est tout ça qui m'a déphasé un peu sur Instagram et du coup ça m'a donné matière à mettre un peu de piment sur Instagram. Genre vous faites quoi là? Et c'est comme ça que je suis arrivée avec un ton assez pimenté, comme disent ma communauté. C'est juste parce que moi, vraiment, je voyais ce que c'était une marque dans la vraie vie et ce que je voyais sur Instagram et je disais, mais je dis pas que j'arrive avec mes connaissances, c'est moi qui sais tout, hein. C'est juste que pour ce que vous voulez faire, je comprends pas où sont vos priorités. Vous êtes sûr que vous cherchez l'argent? Parce que l'argent, il est pas là. C'est juste ça. Vous cherchez l'argent? C'est pas là. Juste ça. Donc, quand tu voudras de l'argent, bah, tu vas te recentrer sur les choses qu'il faut. Mais là, Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est que en fait, ils ont l'argent parce que quand t'as pas l'argent, tu cherches. En fait, t'es dans le système D. Tu ne peux pas te tu es dire dans je le vais prendre un concret. sac à 4 000 euros. Clairement, Tu es dans t'as le pas l'argent, concret. tu dois pouvoir le faire. Tu vas chercher les tutos par-ci par-là. Tu vas t'entraîner. Parce que je me suis rendu compte quand je suis lancée dans le podcasting, moi Tu te j'avais débrouilles. non. Moi, j'aime dire à mes clientes, si t'as pas d'argent, t'as du temps. Oui, clairement. T'as du temps. Donc, cherche l'information. Mais me dis pas, je savais pas. Pourquoi tu savais pas? Oh, j'ai pas le temps. T'as pas de clients. Comment ça, t'as pas de temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? T'as pas de clients, en fait. Ah, en effet. Tu me chicotes, là. Oui, parce que tu me dis des bêtises, en fait. T'as pas d'argent, c'est OK. T'as pas de budget, c'est complètement OK. Vous voyez bien que tout ce que j'ai construit jusque-là, à quel moment je vous ai dit que j'avais l'argent pour construire quoi que ce soit? Le matériel, tu l'as Non, mais emprunté chez ta cliente. pour faire mon propre travail, que j'ai vendu et que je fais payer pour vous. Non, mais vous voyez, à quel moment je vous ai dit, il faut de la thune pour se lancer? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Même ma marque, je l'ai vraiment lancée, j'ai vraiment mis des sous dedans avec l'argent de mon chômage quand j'ai fini mon alternance. Vraiment. J'ai créé ma marque avec l'argent de mon chômage après mon alternance. Et quand on a l'alternance, t'as pas beaucoup d'argent, hein, parce que t'as pas un vrai salaire. Donc, c'est pour vous dire. Pas beaucoup. Donc, faut pas vous dire, mais elle avait de l'argent pour se lancer. Le strict minimum. Non. Aucun moment, je vous ai dit que vous devez avoir des 1000 et des 100 pour lancer quelque chose de rentable. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas, les amis. Ce n'est pas le cas. Si vous vous lancez pas, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est parce que vous ne vous sortez pas les doigts du cul. Excusez-moi la vulgarité, mais c'est réel. Vous ne vous donnez pas les moyens et ça vous sert d'excuse et c'est confortable pour vous de rester dans cette position. C'est pour ça que vous allez trouver, et vous allez en trouver des excuses, hein. Pour ne pas faire, pour trouver vous allez en trouver jusqu'à, elles peuvent être très légitimes. Vous pouvez me dire, mais Bibiana, je n'ai pas de bras, je n'ai pas de jambes. J'ai rencontré un homme qui n'avait ni bras ni jambes. Il fait partie des plus grands entrepreneurs de France. Vous n'avez pas de bras, vous n'avez pas de jambes. Il y a des gens qui ont des bras et des jambes. Travaillez avec, en fait. Ils seront vos bras et vos jambes. Oui, mais j'ai pas de quoi les payer. Et vous devez avoir une histoire forte, un pourquoi fort qui va fédérer. Même si tu le payes pas, il va prendre part à l'aventure. Ce qui sait que plus tard, ça rapportera. Vous allez toujours trouver des excuses, mais vraiment. Mais c'est parce que vous ne voulez pas réellement faire et que c'est confortable pour vous. Le jour où vous voulez vraiment faire, vous allez trouver une solution à toutes ces excuses-là. Subitement, pouf! Subitement, les excuses, là, ça paraît un détail. Mais l'argent, c'en est pas un. Si vous dites, je suis bloquée parce que j'ai pas d'argent, vous vous mentez à vous-même. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Moi, mes clientes aussi, c'est des choses qui font qu'elles viennent chez moi, c'est parce que elles savent que je les pousse à faire des choses avec les moyens qu'elles ont. Parce que, pour vous rappeler ce que j'ai dit précédemment, je n'avais rien, ni diplôme, ni rien, mais j'avais moi. J'avais moi et ce que je connaissais. C'est là que j'ai commencé à capitaliser sur moi-même. Donc, voilà. Si vous avez besoin de capitaliser sur vous-même avec le peu que vous avez, venez. Des coachs qui vont vous faire payer des trucs des 1000 et des 100 pour, c'est OK, mais ils vont continuer de vous demander des 1000 et des 100 pour développer les choses derrière. Si vous aviez que l'argent pour payer le coach et il n'y a pas l'argent pour développer ce qu'il va vous dire de développer, si vous dit de faire un site super puissant qui coûte 10 000 euros,
c'est pas qu'il vous dit du bullshit, c'est dans sa façon de faire, c'est dans sa méthode pour réussir, pour arriver au résultat que vous voulez. Mais si c'est pas votre cas, vous allez pleurer. Si vous connaissez votre situation et que vous savez que vous avez besoin d'avancer petit à petit avec les moyens que vous avez maintenant, c'est pour ça que vous allez venir me voir. Merci d'avoir écouté cet épisode et maintenant c'est le moment de passer à l'action. Les anges écoliers ont besoin de toi. Tu peux remplir le questionnaire en description, faire un don sur lesangesécoliers.org ou tout simplement les suivre sur Insta pour voir l'impact concret de leur travail et les soutenir. Parce qu'un avenir, ça se construit ensemble. Donc, à toi de jouer et je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Insulaire Podcast.